Dans l'épisode précédent de Dis les termes. Nous voici aux portes d'un nouveau mois de l'horreur. Pour fêter ça, nous parlerons d'un schéma narratif aussi ancien qu'étonnamment commun, le pacte avec le diable. Vous savez, j'avais une autre recommandation à vous proposer. Mais je la garde pour Halloween. Et maintenant, la suite. Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et joyeux Halloween. Dites, est-ce que vous le feriez si on vous donnait l'occasion de vous débarrasser définitivement d'un obstacle insurmontable? Est-ce que vous l'utiliseriez, même si c'est au prix le plus fort imaginable? Et qu'est-ce que ça dit de vous si vous êtes capable de détruire une vie pour votre confort personnel? Ce sont les questions classiques qu'on peut attendre des histoires de pacte avec le diable. Et un des pactes les plus iconiques des années 2000, c'est bien celui de la fille des enfers. La fille des enfers, ou Jigoku Shoujo dans la langue de Junji Ito, est un animé semi-anthologique réalisé par Takahiro Omori chez Studio Deen et diffusé pour la première fois entre octobre 2005 et avril 2006 sur Animax. Au départ, une saison unique de 26 épisodes, son succès lui donnera droit à 3 autres saisons, dont une diffusée en 2017, un drama en 2006, plusieurs séries de mangas dessinées par Miyuki Eto et un film live-action réalisé par Koji Shiraishi en 2019. Oui, c'est assez rare pour le souligner, c'est le manga qui est une adaptation de l'anime et non l'inverse. J'ai vu ni le film ni le drama, mais je vous recommande la vidéo de Setotaku Satak A sur le sujet, disponible en description. En France, c'est Kazé qui détient la licence, mais seule la première saison a été doublée. La prémisse est simple, mais diablement efficace. Chaque épisode nous fait le portrait d'une personne tourmentée par une autre. Quand la situation devient trop insupportable, la victime se tourne vers le courrier des enfers, un site mystérieux auquel on ne peut accéder qu'à minuit avec un cœur rempli de haine. Si la victime y écrit le nom de son ennemi, Aïenma, l'éponyme fille des enfers, viendra lui donner une poupée de paille. Si elle est déterminée à aller jusqu'au bout, Yen n'a qu'à dénouer la ficelle rouge et Ai emportera l'ennemi dans les profondeurs de l'enfer. Après lui avoir donné un avant-goût de ce qu'il attend pour essayer de le ou la convaincre de se repentir. Mais en échange, la victime finira aussi en enfer après sa mort, comme le prouve la marque indélébile qui apparaîtra sur son sternum une fois la ficelle dénouée. Les rumeurs vont bon train, changeant le courrier et la fille des enfers en véritable légende urbaine. Jusqu'à arriver aux oreilles d'Hajime Shibata, journaliste sensationnaliste qui se met en tête de trouver les origines de ce site et de convaincre les victimes de ne pas céder à la tentation. Mais bien des gens sont prêts à tout pour se débarrasser de leurs problèmes immédiats, quitte à se damner pour l'éternité. J'accomplirai ta vengeance. Ah, le pacte avec le diable, un grand classique des tragédies horrifiques qui fait toujours mouche. Pourquoi vous croyez que j'ai consacré tout un épisode de Dis les termes sur le sujet ? Pour faire un raccord facile avec cette vidéo et avoir 2 sujets tout prêts. Oui, à part ça. Mais c'est surtout parce que j'avais envie de partager avec vous un des animés les plus mélancoliques et glauques que j'ai vus dans ma jeunesse. C'est pas tellement les graphismes qui sont dérangeants, même s'ils sont déjà très atypiques de par leur réalisme. Le malaise vient plutôt de la mise en scène, la bande sonore et de ce que les designs peuvent nous donner en termes d'expression d'horreur. Un peu comme la première saison d'Higurashi, dont l'animation chelou rend bien la folie grandissante des personnages, encore plus quand elles partent en full yandere. Mais la fille des enfers a une ligne narrative plus facile à suivre, alors c'est le titre que nous traiterons pour Halloween 2024. À nos marques, prêts, dessinons. Il y a 400 ans, un petit village japonais en apparence banal avait une pratique bien sombre. Tous les 7 ans, une petite fille du même âge devait être enfermée dans un sanctuaire dans la montagne et s'y laisser mourir afin que le village puisse prospérer. Et une année, celle qui fut choisie comme sacrifice fut Ai, crainte et rejetée par les autres villageoises qui la prennent pour un démon. Mais avec la complicité de ses parents, son cousin Sentaro venait tous les jours lui apporter des vivres et l'aida à se cacher dans les environs. Et oui, on a bien cette tension chelou typique de l'animation japonaise entre ces deux-là. La petite magouille continua pendant 6 ans au cours desquels le village fit face à une famine meurtrière. Jusqu'au jour où Sentaro et Ai furent découverts essayant de s'enfuir. Les villageoises capturèrent les parents d'Ai avant de les assommer tous les 3, puis de les jeter dans une fosse commune.
Ai eut à peine le temps de voir Sentaro être forcée à lui jeter une pelletée de terre avant d'être enterrée vivante avec ses parents. Remplie de haine, elle appela la malédiction sur son village et revint peu après sa mort pour brûler tout sur son passage. Seul Sentaro survécut, s'étant enfui peu après avoir vu le carnage. Pour son crime, Ai fut condamnée à venger les autres en leur nom et à conduire les âmes en enfer. Si jamais elle se rebellait, les âmes de ses parents seraient condamnées à errer pour l'éternité dans les ténèbres. Et elle s'est bien acquittée de cette tâche, exaucant les demandes égoïstes de sa clientèle et s'adaptant à la technologie. Sous les ordres du maître des enfers, elle a étouffé ses sentiments depuis tellement longtemps qu'elle semble avoir oublié son passé humain dans la saison 1. Elle agit de manière professionnelle, mais surtout mécanique, acceptant sans broncher les choix de ses clients, quand bien même elle a parfaitement conscience de l'injustice de certains. Elle semble plus ouverte dans les saisons suivantes, mais reste néanmoins distante. Elle est capable de créer des illusions extrêmement réalistes, de se téléporter seule ou avec du monde, altérer la mémoire ou la perception des autres, et bien évidemment les emporter dans sa barque vers les enfers dès que nécessaire. Elle est jouée par Mamiko Noto en japonais et par Claire Baudouin en français. Veux-tu goûter à la mort? Ai est un personnage très intéressant qui respire le charisme autant par ses longs cheveux que ses yeux rouges et son kimono au motif irréel. Mais je dois reconnaître que sa caractérisation est un peu facile, surtout dans l'horreur japonaise. Alors j'aimerais apporter une touche légèrement différente. Si j'ai décidé de reprendre la forme de base, une jeune fille aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges, j'ai préféré lui retirer son aspect de petite poupée traditionnelle et lui ajouter une part d'imprévisibilité en lui ébouriffant les cheveux. J'ai aussi voulu ajouter un élément iconique en lui donnant 2 longues nattes qui se terminent en pointes métalliques. J'ai également voulu moderniser un peu son uniforme. Ok, le Sailor Fuku est assez intemporel, mais je pense qu'une tenue de lycéenne pourrait l'aider à se camoufler encore mieux. Sachant qu'elle peut altérer la perception et les souvenirs des autres pour pouvoir étudier chaque cas de près, c'est pas super nécessaire. C'est moi qui dessine, je fais ce que je veux. J'ai également décidé de reprendre son kimono noir orné de motifs qui semblent se déplacer sur le vêtement, mais j'ai plutôt opté pour le papillon. C'est un motif récurrent dans la licence et un symbole encore très utilisé dans les différentes cultures asiatiques, même si je suis pas assez équipée pour vous en parler. Contrairement à la Ai originale, dont l'étrangeté vient de son absence de réaction, j'ai décidé de baser l'étrangeté de mon Ai sur des réactions inappropriées. Un peu comme Lassie Baskerville dans Pandora Hearts si vous avez lu le manga jusqu'à son apparition. Si j'avais l'occasion de réécrire La Fille des Enfers, je n'aurais pas fait d'Ai une humaine qui s'est damnée par vengeance, mais plutôt une création du Maître des Enfers pour récolter les âmes des mortels remplis de haine. Sauf qu'à force de nous côtoyer même pendant de courts intervalles, elle a fini par développer une personnalité tordue et un poil sadique, surtout quand elle voit que ses cibles ont bien mérité leur sombre destin. Mais elle se montrerait aussi compatissante à plusieurs reprises, encore plus quand ses victimes n'ont rien fait pour finir en enfer. Mais elle n'a pas le choix, elle doit remplir le rôle qui lui a été octroyé par son créateur, jusqu'à ce que celui-ci décide de se débarrasser d'elle ou qu'elle ne décide de se rebeller. Dans la mythologie japonaise, Wanyudo est le nom d'un yokai qui ressemble à une roue de char enflammée avec un visage humain en son centre. Dans certaines versions, il serait l'âme d'un seigneur tyrannique qui faisait écarteler ses victimes et s'est retrouvé condamné à rouler éternellement sur le chemin entre notre monde et le monde souterrain, terrifiant les gens qui croisent sa route et s'emparant des âmes des plus imprudents d'entre elles. Dans la série, il est le tout premier assistant qu'Ai recrute quelque temps après avoir commencé sa carrière de fille des enfers. Ayant l'apparence d'un homme âgé aux vêtements un peu démodés, il est en fait un Tsukumogami, c'est-à-dire un objet qui prend vie à son 100e anniversaire. On rappelle que le Shinto, la religion principale du Japon, est une croyance animiste. Il y a longtemps, un carrosse fut attaqué sur une route et la roue avant gauche céda, faisant tomber tout ce beau monde au pied de la falaise. La roue qui avait indirectement provoqué cette chute privée et se mit à terroriser les passants qui empruntait la même route que son ancien carrosse en hurlant « Je peux toujours rouler !» Ce qui est approprié pour un personnage dont le nom veut dire roue entrant sur une route. Le yokai croisa la route d'Aienma et, intrigué par cette jeune fille impassible devant son apparence monstrueuse, il se dit qu'il ne perd rien à la suivre et obtint sa nouvelle apparence grâce à elle. En tant que premier assistant,
Il comprend le mieux Ai et le fonctionnement des enfers tout en obéissant aux décisions de la Miss. D'un abord calme et plutôt sympathique, il est celui qui rappelle aux autres de garder la tête froide pour ne pas attirer la colère du maître des enfers sur Ai. Mais sa carrure apparemment fragile cache une force surhumaine et un certain talent pour les arts martiaux. De plus, il peut reprendre son apparence de yokai à volonté et il sert de chariot à Ai quand elle part chercher une cible. Me demandez pas pourquoi elle a besoin d'un chariot alors qu'on l'a vu se déplacer entre les mondes à plusieurs reprises. Il peut devenir la poupée noire qu'Ai donne à ses clientes en enroulant son écharpe. Il est joué par Takayuki Sugo en japonais et par Jean-Marie Lecoq en français. Pas de blague sur son nom, vous marcherez sur des Legos. J'ai vite eu l'occasion de m'en rendre compte en espionnant son bureau. Wanyudo est un peu le grand-père de la bande, qui a le plus d'expérience et qui semble réticent à changer. J'aime bien son humour un peu pince sans rire, mais j'ai l'impression qu'on pourrait changer 2-3 trucs. Pour sa forme humaine, j'ai décidé d'accentuer son apparente fragilité en lui mettant une canne dans la main et en le rendant un peu courbé. Je lui ai aussi adouci un peu les traits pour lui donner des airs de gentil papy un peu sénile à qui on peut confier n'importe quoi sans que ça n'ait de répercussions graves. J'ai également modifié sa forme démoniaque en faisant en sorte que sa roue soit complètement composée de flammes et en lui retirant ses pupilles. Les yeux d'une couleur unie sont un bon moyen de retranscrire l'étrangeté et la nature non humaine d'un monstre. Après tout, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Dans ma nouvelle version, je pense que je lui ajouterai un pouvoir de contrôle du feu à petite, moyenne et grande échelle. Après tout, c'est un bon ajout pour un démon ressemblant à une roue de feu. J'ai aussi eu envie de lui ajouter des crocs, mais j'ai un peu peur de partir dans un design de Oni, une sorte d'ogre du folklore japonais souvent représenté avec des crocs démesurés. On verra comment je la sens pendant le dessin. En dehors de ça, je ne crois pas que je modifierai sa backstory ou sa personnalité. Wanyudo tel qu'il est dans la licence est déjà un très bon personnage, et je ne suis pas sûre de ce que je pourrais lui apporter de plus. Peut-être une obsession pour la sécurité routière, en tant qu'ancienne roue de carrosse accidentée. Kimokuren est le nom d'un yokai ressemblant à un dragon cyclope, qui est également considéré comme une divinité apportant la pluie, le vent et la tempête. Dans l'anime, Ren est le deuxième assistant qu'Ai recrutera quelques siècles après Wanyudo. Tout comme ce dernier, il est un Tsukumogami né à partir d'un katana passé par de multiples propriétaires, même après avoir atteint son premier centenaire. Ce qui fait qu'il a eu le temps de développer une conscience alors qu'il était encore utilisé pour tuer des gens. Ai et Wanyudo l'ont trouvé planté dans un petit monticule, lui offrir son apparence actuelle et lui proposèrent de se joindre à elle pour accomplir la tâche d'Ai. Côté personnalité, Ren est un jeune homme moqueur qui semble très fier de son nouveau corps. Il a aussi des difficultés à comprendre les humains, mais sait faire preuve de bienveillance quand un cas attire son attention. Ses pouvoirs résident dans son œil caché derrière sa mèche, qu'il peut agrandir et projeter n'importe où pour observer à distance ou voir dans les pièces closes. Là encore très approprié pour un personnage dont le nom signifie coup d'œil. Il peut aussi s'en servir pour aveugler ses adversaires. Il peut devenir la poupée bleue que Ai peut donner à ses clientes en embrassant son pendentif. Il est joué par Masaya Matsukaze en japonais et par Rémi Kaibo en français. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'Office Lady ? Ren est un peu la caution beau gosse de la série pour attirer le public fan de Bishonen. Et même si son pouvoir oculaire est très bien exploité au cours de la série, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas plus exploité son côté lame vivante. En tant que caution beau gosse, j'ai décidé de m'inspirer des boys bands en lui donnant une coupe étudiée pour plaire aux ados, tout en conservant sa mèche. Je lui ai également donné un blouson de cuir pour faire cool, tout en mettant son collier en valeur. Pour sa forme démoniaque, j'ai pris un peu d'inspiration de Soul Eater, où les armes peuvent partiellement reprendre leur apparence originelle. Dans le cas de Ren, comme il est né d'un katana, il peut changer certaines parties de son corps en lames tranchantes comme des rasoirs. Sauf que plus il se transforme, plus il perd de sa conscience, donc il évite en général de le faire complètement. Dans la version originale, il me semble qu'on ne voit jamais son œil caché, celui qu'il peut projeter où il veut, vous vous rappelez ? Donc ton crayonné gâche un peu le mythe puisque dans le genre de l'horreur, caché est souvent plus effrayant que montré. T'en fais pas, le dessin numérique va réparer ma bourde. Dans ma réécriture, Ren serait celui qui arrive le plus facilement à se mêler aux mortels, ironique pour un objet devenu vivant. Alors oui, il a toujours du mal à comprendre leurs émotions, mais il arrive à bien s'occuper de leur clientèle. Malgré les remontrances de Wanyudo,
qui estiment que leur groupe ne doit pas se laisser emporter par leurs desseins personnels. Il aurait également une relation frère-sœur assez espiègle avec Ai. Dans la mythologie japonaise, Oneona est un yokai qui prend la forme d'une très belle femme pour attirer le chaland en chaleur. Et pendant qu'elles font leur petite affaire, elle aspire sa force vitale jusqu'à le tuer. On peut dire que c'est une succube à sec. Dans l'animé, elle est la 3e assistante qu'Ai recrute 200 ans avant le début de la série. Pas de Tsukumogami cette fois-ci, elle était une humaine de chair et de sang nommée Tsuyu qui aimait fabriquer des ballons de papier. Vendue à une Okiya pour rembourser les dettes de son amour de l'époque, elle officia comme courtisane pendant quelque temps avant de tenter de s'enfuir avec une collègue. Mais cette dernière vendit la mèche et Tsuyu fut exécutée, puis son corps fut jeté dans la rivière. Agonisante, des esprits errants ont fusionné avec ses ossements, ce qui la changeait en yokai à son tour. Quelque temps plus tard, alors qu'elle commençait à peine à contrôler ses nouveaux pouvoirs, elle fit la rencontre de Ai-Enma, qui lui proposa de devenir son assistante. Celle qu'on appelle désormais Oneona, Ce qui signifie femme os, décidément le monde est bien fait. est une femme coquette qui n'aime pas qu'on lui rappelle son âge. Généralement sereine en toutes circonstances, elle a tendance à perdre son calme quand le cas du jour implique une femme qui se fait exploiter d'une manière ou d'une autre par un homme. Elle semble malgré tout plus encline à montrer ses émotions que le reste du quatuor. Côté pouvoir et capacité, elle peut exposer son squelette sous sa peau pour effrayer leurs cibles, semble avoir une certaine influence sur les châtiments impliquant des squelettes, et peut lancer des poignards chargés d'une énergie qui repousse les entités surnaturelles. Elle est aussi un peu contorsionniste, mais a du mal à sortir de la boîte dans laquelle elle est entrée. Elle peut devenir la poupée de paille rouge en enroulant son ruban autour de son cou. Elle est jouée par Takako Honda en japonais et par Anaïs Marot en français. Comment il fait pour nous retrouver à chaque fois? C'est bizarre. Oneona apparaît au départ comme la caution fanservice facile qu'on retrouve dans beaucoup d'animés, et c'est raccord avec son passé de courtisane. Mais elle se révèle très rapidement comme une femme sensible qui a la tête sur les épaules. Comment pourrais-je exploiter toute cette caractérisation ? Au départ, j'avais l'idée de lui donner un style d'hôtesse pour jouer sur son côté aguicheur. Les clubs d'hôtes et d'hôtesses sont des pièges à pigeons dont le seul objectif est de vous donner une fausse impression de compassion dans le but de vous faire perdre votre fric dans l'alcool. Du coup, j'ai plutôt opté pour une tenue de salary woman professionnelle et sensuelle. Et oui, je vous confirme, elle déteste ses talons. Pour sa forme démoniaque, j'ai pas changé grand-chose. Elle reprend son apparence de courtisane, ses os qui apparaissent ça et là, et le reste. Mais j'ai eu envie de lui donner une plus grande utilisation de ses os. Elle peut effectivement les faire sortir de sa peau à volonté et s'en servir d'armes à plus ou moins longue portée, un peu comme le personnage de Kimimaro dans Naruto. Dans ma nouvelle version du scénario, Oneona serait un esprit vengeur qui se spécialise dans les tourments des gens qui maltraitent les femmes et les enfants. Donc oui, parents indignes et féminicides, c'est elle qui se chargera de votre cas quand le karma vous rattrapera. Tu as choisi de ne pas traiter Kikori, Yamawaro, la grand-mère, l'araignée, les Shibata, Takuma, Yuzuki ou Michiru? La vidéo est déjà assez longue comme ça, tu crois pas? Mais ça va pas s'arranger avec cette conclusion. Même si j'apprécie toujours de revoir ou relire La Fille des Enfers de temps en temps, j'ai toujours trouvé dommage que la série ne soit pas restée une anthologie comme dans les premiers épisodes. Parce que c'est un format qui correspond super bien au genre de l'horreur et du fantastique. En témoignent les contes de la crypte et la 4e dimension. Jigoku a en plus l'avantage d'être de l'animation, ce qui permet d'aller encore plus loin dans les représentations de l'enfer que le live action. Mais l'intérêt principal de l'animé, c'est surtout les questionnements autour du cycle de la vengeance. Comme dans l'arc autour du personnage de Takuma, qui peut également servir de critique encore plus acerbe que les autres épisodes sur les travers de la société japonaise et ses belles apparences hypocrites qui cachent des monstres d'inaction et de cruauté. Ceci dit, c'est pas nécessairement mieux en France, et nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas juger les valeurs d'une culture qui n'est pas la nôtre. Mais c'est une bonne démonstration de la maxime de Sartre, l'enfer, c'est les autres.
De plus, la série est assez nuancée, parce que tous les clients du courrier des enfers ne connaissent pas de fin heureuse après l'avoir utilisé. Je vais spoiler un peu, mais c'est pour mieux vous expliquer ce que je veux dire. Dans l'épisode 19, une jeune femme se fait horriblement abuser par sa future belle-mère qui veut qu'elle se comporte comme une poupée. Mais alors qu'elle se réjouit de pouvoir vivre en paix quand la vieille peau disparaît, c'est seulement pour découvrir que son fiancé lui aussi vu qu'elle soit une jolie poupée décorative. Elle passera le reste de sa vie terrestre et de l'éternité à souffrir horriblement. Tout ça pour rien. De la même manière, certains et certaines clientes utilisent le courrier pour nuire à des inconnus. Comme dans l'épisode 23, où une infirmière qui n'a fait aucun mal à personne se fait quand même envoyer en enfer par un mec random qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais Aïe doit accomplir la requête car, comme elle et ses assistantes le répètent à plusieurs reprises, le courrier des enfers existe pour exercer les vengeances, pas pour faire régner la justice. Et si vous confondez les deux, alors vous ne réfléchissez pas sur le long terme, comme beaucoup de clients d'Aïe. Parce que oui, même les protagonistes les plus sympathiques contactent Aïe parce qu'elles se sentent acculées par un problème dont elles ne voient aucune solution immédiate. Beaucoup tirent la ficelle sous le coup de l'émotion et devront vivre le reste de leur vie en sachant que non seulement l'enfer existe véritablement, mais qu'en plus elles y passeront l'éternité parce qu'elles ont succombé à leurs sentiments sincères mais trop emportés. Et je rappelle que ça peut arriver à n'importe quel moment, comme on le voit au début de la saison 2. Même si c'est cathartique de voir des enfoirés recevoir la monnaie de leurs pièces, chaque histoire qui se conclut sur une ficelle dénouée est douce amère, car elles ne pourront jamais sauver leur âme quoi qu'elles fassent du reste de leur vie terrestre. Et c'est vrai qu'en se retrouvant devant la preuve que l'après-vie est une réalité, on pourrait se demander s'il ne vaudrait pas mieux faire le dos rond en tentant de vivre assez décemment pour s'assurer une place au paradis ou du moins au purgatoire. En admettant que l'après-vie est effectivement une réalité, qui correspond effectivement à ce qui est décrit dans la doctrine chrétienne et la divine comédie de Dante. Frédéric Dard a écrit « Le futur n'est autre que du présent qui se précipite à notre rencontre ». Et c'est la pensée qui anime l'univers de la fille des enfers. Chaque sourire, chaque larme, chaque colère est temporaire. Tout dans la vie n'est que l'instant présent, jusqu'à ce qu'arrive le moment présent où tu dois faire face aux conséquences de tes choix. La vengeance est accomplie. Les enfers t'attendent. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal Terme. On se retrouve bientôt à l'atelier et d'ici là, encore joyeux Halloween! Quoi, vous vous attendiez à quelque chose? Non mais y a rien, faut arrêter de faire la parano au bout d'un... Sauf là.